Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Institut CDG. Cette édition va traiter du thème ô combien vaste de l'urbanisme du futur. Alors, pourquoi l'urbanisme du futur? Parce que c'est un champ en constante évolution, parce qu'il devra intégrer les mutations démographiques, les changements sociaux, les évolutions sociales, les défis environnementaux. Il y a un certain nombre de sujets qui vont être traités au cours de ce webinaire pour distinguer entre urbanisme, entre ville du futur, quels sont les différents défis, les différents enjeux. L'IA sera aussi mise à contribution pour améliorer la mobilité et les services municipaux. Bref, dans la ville du futur, grâce à l'urbanisme du futur et sur les territoires du futur, les gens devront pouvoir bien vivre, se déplacer, travailler, régler leurs problèmes, consommer dans l'aisance et la fonctionnalité. Voilà, le panel est prestigieux puisque ce sont des gens vous êtes des gens qui ont travaillé, qui ont beaucoup étudié et examiné la question. On ne pourra pas faire, bien entendu, en 1h30 à peu près le tour de la question, mais je pense qu'on pourrait aller assez dans le détail. Alors, une présentation de nos panélistes avant de commencer. C'est Abdelaziz Adidi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'enseignement supérieur, ex-directeur de l'INO, Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Vous êtes docteur d'État en géographie et titulaire de nombreux diplômes en aménagement. Vous avez coordonné le projet de recherche maroco-allemand agriculture urbaine comme facteur d'intégration dans la mégapole de Casa. Vous êtes auteur prolifique de plusieurs articles sur l'aménagement du territoire. Vous avez participé à plusieurs forums ou forats internationaux autour de la question. Merci d'être avec nous, professeur. Si je merci, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes architecte et fondateur de l'agence Si je Messi Partners. Vous êtes diplômé de l'école d'architecture Paris-La Villette, spécialiste en architecture bioclimatique. Vous avez bourlingué, si vous me permettez l'expression, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Inde, ce qui suppose que vous êtes aussi polyglotte. Vous avez développé l'agence Sisley Messier Partners avec des partenariats un peu partout, en Afrique, dans le Golfe, à Paris aussi. Vous avez conçu et suivi de nombreux projets ici au Maroc, comme la marina de Casa, le parking jardin de la trésorerie générale du Royaume. Il faut être dans la verdure pour compter les impôts. Et pour concevoir des impôts, il faut être inspiré, n'est-ce pas? Vous avez collaboré avec le magazine AM Architecture du Maroc et vous avez assuré le commissariat de la partie architecturale de l'exposition, entre autres choses que vous avez faites au cours de votre très riche carrière. Merci d'être avec nous. Si j'affirme, si je m'assieds. Madame Safa Amheri, vous êtes conseillère technique en mobilité durable et développement urbain à la GIZ, Maroc, l'agence de coopération allemande. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes architecte et urbaniste spécialisé dans la planification des transports avec une expertise particulière dans la conception de solutions de mobilité durable. Vous êtes donc spécialisé en planification urbaine et vous avez un master en planification et ingénierie des transports au Georgia Institute of Technology aux États-Unis. Vous êtes actuellement donc à l'agence de coopération allemande GIZ. Merci, madame, d'être avec nous. C'est Hassan Jalal Oulidi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur et intelligence territoriale et géospatiale à l'École Hassaniya des travaux publics. Après une carrière et une expérience d'une vingtaine d'années en recherche et développement, vous avez travaillé au GFZ German Research Center for Geoscience à Potsdam, en Allemagne. Vous avez plusieurs domaines de recherche et d'expertise, dont l'intelligence territoriale, la technologie géospatiale et BIM. Vous allez nous expliquer tout ça, BIM, l'acupuncture urbaine, on va parler de tout ça, mais avant, comme d'habitude, vous connaissez le principe, une question introductive, la même pour tout le monde à laquelle vous allez répondre. Et bien entendu, à nos internautes, nous attendons les questions, 6 questions il y a pour les remonter à la personne concernée ou à l'ensemble des intervenants. Alors, je commence par vous, professeur Azizi, pour la question introductive. Comment concilier ou distinguer ou différencier les trois concepts d'urbanisme du futur, ville du futur et territoire du futur? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? En quoi ça diffère? Mais très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Très bien, merci beaucoup, Sibousta. Je suis très ravi de participer à ce webinaire qui a qui a pour objet de discuter, de traiter de la question de l'urbanisme. Alors, effectivement, l'urbanisme du futur, la ville du futur et les territoires du futur sont trois concepts
assez proches, mais qui sèment souvent la confusion dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors, la ville du futur. Commençons tout d'abord par le premier concept, la ville du futur. C'est un concept très très ancien en fait. La ville du futur a toujours fait rêver de nombreux penseurs, de nombreux philosophes, de nombreux, je dirais, de nombreux même architectes depuis longtemps. Et le premier d'entre eux, c'était Platon, On a un problème de son. qui avait rêvé de la ville. Et puis par la suite, bien sûr, nous avons connu chez nous dans notre ville un problème du son. D'accord. Donc, est-ce que je reprends? Non, non, c'est Est-ce bon, on a perdu quelques secondes, c'est bon. D'accord. Donc, je disais que le premier d'entre eux, c'était Platon, qui avait, euh, qui avait Alors, si rêvé vous de voulez la bien, ville. Allez-y, excusez-moi, je suis désolé, mais si vous voulez Oui. juste donner les grandes définitions des trois concepts, juste, c'est une introduction. Alors, la ville du futur, comme je le disais tout à l'heure, donc, ça relève beaucoup plus de la science-fiction. C'est quelqu'un qui imagine, qui rêve de la ville de demain. Voilà, ça c'est la première définition. L'urbanisme du futur, il faut définir tout d'abord l'urbanisme. L'urbanisme, c'est l'ensemble des règles, des normes, des techniques, des outils et des méthodes à mettre en œuvre pour construire fabriquer la ville de demain. Troisième concept, le territoire de demain ou le territoire du futur, cela relève beaucoup plus de l'aménagement du territoire. C'est l'aménagement du territoire qui a pour principale mission de concevoir le territoire, comment il sera dans 20 ans, dans 25 ans, comme c'est le cas en tout cas chez nous au Maroc, puisque les documents d'aménagement du territoire se projettent sur 25 ans, à commencer par le schéma national d'aménagement du territoire et les schémas régionaux d'aménagement du territoire. Voilà les trois définitions très rapidement. Merci beaucoup, professeur Hadid. Alors, pour éviter de faire la science-fiction de la ville du futur, on va faire les prospectives de l'aménagement territorial en utilisant les outils que peut procurer, que nécessiterait l'urbanisme du futur. À vous, si Jafar, si je m'assis. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Donc, avant de répondre précisément à la question, j'aimerais juste rappeler rapidement les enjeux de demain. Donc, on est passé de 1 milliard d'habitants dans les années 1800 à 8 milliards, avec un taux d'urbanisation qui est passé de 4% en 1800 à 56% aujourd'hui, qui est projeté à 70% en 2050. Donc, on peut conclure que l'avenir de l'humain est en ville. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent d'exode urbain, des gens qui vont vers la campagne, mais c'est vraiment anecdotique. Donc, il faut rappeler l'importance de la ville de demain et surtout voir l'objectif final, qui est en fait le bien-être de l'homme. Il faut remettre l'homme au cœur des priorités. Donc, rapidement, il y a de nombreux pays, de nombreuses institutions qui réfléchissent à la question. On peut dire que on peut essayer de faire une espèce de benchmark. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut créer des villes ex nihilo à partir de rien du tout, ou bien il faut reconstruire ou refaire à partir de l'existant? Et donc, dans le monde, il y a tellement de solutions proposées. Et évidemment, chaque zone, chaque pays, chaque culture, etc., doit avoir quelque chose qui est adapté. Et il faut surtout remplir les fonctions de base d'une ville, qui sont quoi? Qui sont donc habitées, donc une zone résidentielle, le politique, mais dans le sens police, économique, culturel, social et surtout le transport. Aujourd'hui, il y a des villes-mondes qu'on peut citer comme exemple, comme Singapour, avec le plan en damier, avec la partie, on va dire, noire qui monte très très haute et la partie blanche qui reste une respiration, une espèce de parc. D'autres villes comme Copenhague qui ont ce qu'on appelle le finger plan, donc avec une partie, la paume de la main, qui est la ville en elle-même, et des zones résidentielles qui sont les doigts, et entre les doigts, des zones agricoles communes. D'autres comme il y a des villes parallèles, des villes où il y a des gens qui habitent sous la Si terre, si vous d'autres me au permettez, on va rez-de-chaussée. rentrer dans le détail plus tard, juste la Ah, définition, pour pardon. poser, pour planter le décor. Voilà. Bon, ben, j'ai déjà donné les fondamentaux. Voilà. Après, Effectivement, avec le chiffre que vous avez donné, on serait légitimement en droit de nous poser la question, est-ce qu'il y aura encore des ruraux dans les siècles à venir? L'être humain étant un être social, un animal social comme on dit, donc il se regroupe pour mieux vivre. Enfin, je parle sous votre contrôle. Madame Amalil, à vous.
toujours Oui, définir merci. le territoire et urbanisme du futur. Merci, Sébastien. Je suis vraiment très ravie de faire partie du webinaire. Et certes, cette question de conciliation ou de différenciation de ces trois échelles d'intervention est très importante. Donc, je vais rejoindre la définition qu'apportait Monsieur Hadidi et dire que ce sont ces trois échelles, enfin, ces trois échelles d'intervention, elles apportent une perspective assez unique, mais je pense que le véritable potentiel réside dans la capacité qu'elles ont de se compléter mutuellement. Donc, d'un côté, pardon, on a les villes du futur qui offrent une vision globale et ambitieuse. Donc, elle embrasse des idées novatrices qui vont vers la durabilité, vers l'intelligence, les technologies, etc. Donc, ce sont des visions qui transcendent un peu les frontières traditionnelles d'urbanisme. Cependant, je pense que cette vision holistique, elle nécessite une approche précise de la planification et de la conception, et c'est là que l'urbanisme du futur entre en jeu. Donc, à mon avis, ce concept se concentre sur les principes directeurs qui guideront le développement physique des villes, enfin, dans le monde et des villes marocaines, et ça mettra l'accent sur la flexibilité, l'adaptabilité et surtout l'inclusion des citoyens dans les processus de planification innovantes. Et également, pour parler un peu des territoires du futur, je dirais que le défi ne se limite pas aux soi-disant les limites strictes des zones urbaines. Et c'est là que l'on parle des territoires du futur qui élargissent un peu la perspective pour inclure les espaces ruraux, les zones périurbaines, les zones naturelles, entre autres. Et donc, c'est la conciliation de ces concepts qui exige, pardon, une approche holistique qui vraiment transcendent les divisions traditionnelles entre l'urbain et le rural et qui mettent en lumière l'importance de la connectivité entre ces territoires. Et juste pour conclure, je dirais que vraiment l'harmonisation réussie des villes du futur, l'urbanisme du futur et des territoires du futur repose sur la compréhension profonde de leur interrelation et de la nécessité d'une planification intégrée et interdisciplinaire. Merci. Là, Safa, on reviendra sur le principe directeur dont vous parliez. Et je retiens que vous avez utilisé plusieurs fois le mot holistique, donc l'approche doit être globale à 360 degrés, comme on pourrait dire. On achève le tour de table introductif avec vous, si Hassan Oudidi. Merci, c'est Aziz. Bon, trois termes qui sont intéressants, multi-échelle. Alors pour moi, les villes futures, c'est des villes qui doivent prendre en considération le bien-être des habitants, parce que le plus important dans les villes de futur, c'est de prendre en considération le bien-être des citoyens et des habitants. Ces villes futures seront des villes plus intelligentes, qui intègrent tout ce qui est développement, concept de développement durable, ce sont des villes qui seront capables de s'adapter au changement climatique. Ce sont des villes qui seront capables de faire face aux différentes catastrophes futures, catastrophes naturelles, des villes résilientes, inclusives, etc. Alors pour moi, l'urbanisme futur, dans tout ce qui est production des plans d'urbanisme, on doit encore impliquer encore plus les citoyens dans la production des documents d'urbanisme. On doit être capable d'élaborer des plateformes collaboratives pour l'échange, le partage des informations avec les parties prenantes, les citoyens, pour la production des documents d'urbanisme. Donc, c'est pour plus de transparence dans la mise en œuvre et la mise en production des documents d'urbanisme. Alors, le territoire futur, effectivement, lorsqu'on parle des territoires, on parle des zones côtières, on parle des zones montagneuses, on parle des oasis, on parle des plaines. Donc, on doit être capable de mettre en place une approche systémique, holistique, qui s'adapte aux spécificités de chaque territoire, qui permet de prendre en considération la culture, l'identité, l'aspect socio-économique de la population, etc. Donc ça, c'est juste pour... Après, on va détailler ces différents points par la suite. Merci, c'est Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Olivier. Alors, tour de table, on parle d'urbanisme, technologie, de résilience, d'inclusivité des villes, tout dans une approche holistique, dans une approche globale. Allez, on y va. On entre dans le détail. C'est Abdelaziz Azizi, je commence par vous. Donc, quel état des lieux on peut faire de la pratique de l'urbanisme au Maroc? Comment passer hein, d'un urbanisme de rattrapage à un urbanisme de projet? Récupérer le passé, Alors, préparer l'avenir. À vous.
Alors, comme tout le monde le sait, le Maroc subit urbaine depuis pratiquement un siècle maintenant, puisque nous sommes passés d'une population à majorité rurale à une population à majorité urbaine aujourd'hui. Pratiquement, nous sommes à 65% de population urbaine, d'un taux d'urbanisation de 65%, et la tendance continue, puisque les prévisions du HCP fixent un taux de à peu près 75%, soit 3 Marocains sur 4 habiteront la ville à peu près vers l'an 2045-2050, ce qui est un grand défi pour notre pays. Alors, cette très forte urbanisation, le Maroc a fait face donc à cette forte urbanisation avec un arsenal juridique et des outils d'intervention qui sont généralement hérités de la période coloniale. C'est un système qui, jusqu'à présent, est arrivé à ses limites, il faut le dire, puisque nous avons eu beaucoup de difficultés à maîtriser cette urbanisation. C'est ce qui s'est traduit justement par l'extension dans tous les sens des villes marocaines au détriment, au détriment des terres agricoles, au détriment des forêts. Surtout, nous avons souvent affaire à une urbanisation d'habitat non réglementaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes interpellés plus que par la nécessité de revoir un peu notre façon de faire, de fabriquer et de faire la ville. Donc, l'urbanisme tel qu'il a été, les documents d'urbanisme qui sont issus des textes juridiques marocains, aujourd'hui, ils sont complètement dépassés. Les SDO, les schémas directeurs d'aménagement urbain, les plans d'aménagement, qui d'ailleurs mettent beaucoup plus de temps, ils mettent beaucoup de temps pour être élaborés et pour être homologués, au point que parfois, pas seulement parfois, mais souvent, ils sont dépassés par le rythme extrêmement rapide de l'urbanisation. Alors, quand ils existent, bien sûr, les documents d'urbanisme, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a beaucoup de communes, beaucoup de villes qui fonctionnent souvent sur plusieurs années sans document d'intervention, sans document d'urbanisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos documents d'urbanisme sont rigides, ils ne sont pas souples, et que non seulement ils mettent beaucoup plus de temps pour être homologués, mais en plus de cela, c'est qu'ils ne prévoient aucune possibilité même la procédure de révision telle qu'elle est prévue par la loi, c'est une procédure extrêmement lourde. C'est ce qui a fait que le ministère de tutelle a introduit la notion de dérogation. Et la dérogation, comme on le sait, ce sont des projets qui sont autorisés en faisant fi des dispositions des documents d'urbanisme, du plan d'aménagement, et que souvent ce sont réalisés au détriment, comme je l'ai dit, au détriment des terres agricoles, au détriment également, ce qui est encore beaucoup plus grave, au détriment des équilibres écologiques. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés sur des nappes, à proximité des sources d'eau, de la dérogation qui a autorisé des projets qui n'ont aucun rapport avec l'intérêt général, il faut le dire, il faut le reconnaître, parce que ce n'était pas la philosophie initiale de la dérogation. La philosophie initiale de la dérogation, c'était d'autoriser des projets susceptibles de créer de la richesse et créer des emplois, tout en préservant, bien sûr, l'environnement et les équilibres écologiques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans la plupart des cas. Alors, aujourd'hui, donc, comme je le disais, euh, on est interpellé, on est face à la nécessité de revoir notre dispositif juridico-institutionnel du droit de l'urbanisme. Et ceci, on y reviendra peut-être dans la prochaine question. Voilà, merci. Merci, j'ai oublié d'ouvrir le micro. Merci beaucoup, professeur Azizi. Alors, vous avez parlé de documents d'urbanisme, de la question de dérogation, d'un certain nombre de sujets en matière d'urbanisme, mais je retiens que vous avez cité au moins deux fois, parce que vous avez eu quelques coupures, au moins deux fois le terme interpellé pour revoir les choses, pour revoir le dispositif selon les tendances actuelles. Et j'en fais la transition avec vous, si je me suis, quelles sont justement les grandes tendances actuelles qui peuvent permettre d'imaginer, de voir, de visionner de percevoir plutôt l'urbanisme de demain. Merci. Alors, je rebondis aussi sur ce qu'a dit le professeur Didi. Aujourd'hui, on a, en tout cas dans notre pratique,
On a une approche un peu juridico-institutionnelle et on est très, très limité en fait quant aux possibilités d'agir sur la ville. On a tellement de règlements, les plans d'aménagement, etc. En tout cas, dans notre pratique, les autorisations de construire, on peut pas agir sur la ville. Mais euh, si on veut modifier même ces documents juridiques, les plans d'aménagement, les SDO, etc., il faudrait déjà qu'on ait une idée de ce qu'on veut faire. Quel est l'objectif? Comme disait Monsieur Oudidier, à la fin, l'objectif ultime, c'est quand même le bien-être des citoyens. Et pour remplir les fonctions dont je parlais tout à l'heure, habiter, bien habiter, politique, dans le sens police, se sentir en sécurité, économique, culturelle, sociale, et le transport. Donc, il y a tellement de tendances en ce moment qu'il est difficile pour nous de donner une recette toute faite, de dire voilà ce qui est fait. Donc, on doit pouvoir piocher en fait les idées qui nous conviennent dans notre pays. Donc, par exemple, il y a l'histoire de la hauteur, le skyline de nos villes. Comment est-ce qu'on va gérer la densité? Donc ça, on peut s'inspirer des villes comme Singapour, ce que je disais tout à l'heure, avoir du plein, avoir du vide, avoir des respirations, mais en même temps permettre aux gens d'avoir suffisamment d'espace vital, donc des mètres carrés. Il y a la possibilité aussi, comme ce que fait en ce moment, bon, c'est un peu futuriste, Elon Musk à Los Angeles avec faire tous les transports en sous-sol. Donc, bien sûr, il y avait le métro, mais là, on est en train d'accélérer les choses dans certains endroits. Après, le problème de ça, c'est qu'on crée une espèce de ségrégation des fonctions et ségrégation sociale, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec les pauvres dans certaines villes en Asie, en Chine, etc., qui vivent dans le sous-sol, qui n'ont pas la possibilité de voir la lumière, et les riches qui vivent en hauteur. Il y a des villes qui arrivent à gérer une densité. Donc, comme on disait tout à l'heure, le monde s'urbanise encore plus et on va se retrouver avec un problème de densité, de nombre de personnes par mètre carré en ville. Donc il y a des villes comme Manille ou Hong Kong où des gens habitent dans des petites capsules et on leur donne quelquefois 3 mètres carrés pour vivre. Euh, D'autres villes proposent de recréer des villages dans la ville. Donc, comme aux États-Unis, à Denver, on a des polycœurs, ce qu'ils appellent des polycœurs. Dans la grande ville, il y a des petites villes qui offrent toutes les fonctions. Donc, surtout des fonctions administratives, etc. Paris, par exemple, ils sont en train d'étudier la question de la ville de 15 minutes à pied. On doit pouvoir tout faire 15 minutes à pied sans prendre la voiture. Il y a la Slow Cheetah en Italie aussi, où on décide de changer de rythme de vie. On peut également parler de la tendance en fait qui a été en fait de l'exemple de Masdar City aux Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas si ça vous parle, en fait qui a été faite par Sir Norman Foster sur le modèle de nos Médina. Donc qui ont repris les petites ruelles étroites avec voilà des voitures automatiques, etc. Bon, aujourd'hui, je vais pas trop parler, mais il y a d'autres choses qui me paraissent, moi, complètement utopiques, comme Neom en Arabie Saoudite, la ville là, de Line de 300 km. Nous, on sait que dans la nature, quelque chose qui est tout droit comme ça, c'est le meilleur moyen qu'à un moment, ben, ça soit fragilisé. Il suffit qu'il y ait n'importe quoi qui traverse ou un problème dans la chaîne et tout ça, et ça ne marche pas. Donc, il y a aussi des idées un peu absurdes, mais ce n'est pas grave, ça nous permet de réfléchir. Bon, moi, aujourd'hui, bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais
je pense, si je fais de la prospective, je pense que la ville de demain risque bien de ressembler à un mix entre la ville d'hier, en tout cas chez nous, la Médina, et Métropolis. Pour ceux qui connaissent le film de Fritz Lang, ça va être une espèce d'utopie entre les deux. Bien sûr, c'est de la prospective, je peux me tromper. C'est pour ça que nous, les personnes qui réfléchissent à ces questions, on doit bien sûr voir tout ce qui se fait, mais surtout, on doit ne pas oublier l'objectif final. Donc, les espaces verts, la qualité de vie, etc. Merci. Merci, c'est Jonassi pour ce benchmark, pour ce tour d'horizon international qui décrit les tendances et les évolutions. Alors, habiter en sous-sol ou habiter en hauteur ou déterminer la surface de vie ou revenir à la ville d'hier ou aller vers Utopia, si je puis dire. Mais tout ça, d'une manière ou d'une autre, ne devra pas occulter l'aspect technologique et l'importance de la technologie. Alors, si Hassan, si vous lui dites, on peut considérer que cet urbanisme, comme beaucoup de choses d'ailleurs, va se baser sur l'innovation technologique. Alors, on en est où aujourd'hui de ces innovations? De quelle manière est-ce qu'elles pourront influencer la conception des villes du futur chez nous, à votre avis? Non, le micro, c'est Hassan. Merci, c'est Aziz. Vous m'entendez? Oui, ouais, parfaitement. Alors actuellement, effectivement, il existe plusieurs innovations technologiques que nous pouvons exploiter pour la planification et la réalisation de l'urbanisme futur et des villes de l'avenir. Alors, mais avant de passer à ces nouvelles technologies, j'aimerais bien faire un état des lieux de ce qui existe actuellement. Il existe des excellentes initiatives qui ont été menées par le ministère de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, le ministère de Transition énergétique, Développement durable, etc. Alors, parmi ces initiatives, il y a le projet Ta'mir, qui donne la possibilité de publier l'ensemble des documents d'urbanisme, les plans d'aménagement. Donc, ils ont développé un jeu portail qui offre la possibilité d'avoir des informations sur des PA. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le Maroc qui est couvert. Il existe un travail énorme qu'il faut mener pour la généralisation de la publication de ces plans d'aménagement à l'échelle nationale. Parce que pour moi, l'accès à l'information est important pour innover. Normalement, on ne peut pas innover sans accéder à des informations relatives aux documents d'urbanisme. Et là, c'est une initiative que je félicite de la part du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Alors, il y a une autre initiative qui a été menée par les agences urbaines d'un point de vue automatisation de tout ce qui est élaboration des notes de renseignement. La majorité des agences urbaines disposent d'un système qui génère de manière automatique les notes de renseignement. Il y a aussi un projet qui se réalise sur les cartes d'aptitude à l'urbanisation. On ne peut pas imaginer une ville future sans prendre en considération le risque industriel et les catastrophes naturelles. Donc actuellement, approximativement 50% du territoire marocain qui est couvert par ces cartes d'aptitude qu'il faut aussi publier pour les architectes, les urbanistes et les parties prenantes opérant dans le secteur de l'urbanisme et de l'architecture. Alors, il y a aussi l'environnement qui ont élaboré un jeu portail national de l'information sur l'environnement. Il publie toutes les informations relatives à l'environnement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Il y a aussi la stratégie nationale de développement durable qui est en train la deuxième version de la stratégie nationale de développement durable qui est en train de s'élaborer en prenant en considération le nouveau modèle de développement et en prenant aussi en considération l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. Il y a la plateforme Rojas. Côté université aussi, il y a des projets, des initiatives, comme par exemple à l'UM6P, le laboratoire TOP, qui est un observatoire sur les territoires qui permet de tout ce qui est d'aller vers la performance et l'innovation territoriale à l'échelle de la province d'Al-Hamid. Donc ça, c'est des initiatives qui ont été élaborées. Des exemples d'initiatives, il y en a d'autres. Il y a aussi, sans oublier, la SFCC qui ont mené un projet Conservation foncière. conservation foncière qui est important parce que la donnée,
pour aller vers un urbanisme futur, une ville future, nous aurons besoin des données. Les architectes, les bureaux d'études, les entreprises auront besoin à l'accès à l'information. Sans accès à cette information, c'est impossible d'imaginer les villes futures de demain. Donc la NCFCC qui a élaboré un projet en phase de conception, c'est Cadastre économique, SI Cadastre économique, c'est une infrastructure de données nationales qui va offrir la possibilité d'accéder à toutes les informations de base comme les cartes topographiques et d'autres informations. Donc, il a été élaboré en étroite collaboration avec plusieurs organismes. Alors, ça, c'est des initiatives, mais il y en a d'autres technologies que nous pouvons exploiter. Actuellement, le BIM. Le BIM, c'est quoi? C'est un système d'information sur un bâtiment. Et actuellement, on parle de BIM multi-échelle. C'est-à-dire, au lieu de travailler à l'échelle d'un bâtiment, nous pouvons travailler à l'échelle d'un territoire donné. Alors, nous pouvons collecter toutes les informations sur un territoire, des données environnementales, des données sur la voirie, des données sur la population, etc. Et là, nous pouvons faire des simulations territoriales. Par exemple, étudier l'impact d'un projet sur le trafic avant même, avant même la réalisation du projet. Donc, nous pouvons simuler un territoire et étudier l'impact de ce projet sur la population, sur le trafic, sur l'environnement, etc. Donc, le BIM, il existe actuellement des initiatives d'utilisation de BIM, mais il y a beaucoup de choses à élaborer pour la généralisation du BIM à l'échelle de tous les acteurs marocains opérant dans le domaine de la construction et dans le domaine de l'urbanisme. Donc, il y a aussi de l'intelligence artificielle que nous pouvons, je pense que madame, il va parler encore plus de l'intelligence artificielle. Alors, le BIM... Pour faciliter la transition, merci, c'est Hassan. D'accord. Donc, il y a le BIM, à mon avis, c'est un élément qui est important. Les sciences de l'information géographique qui donnent 3D, qui donnent aussi la possibilité de visualiser un territoire en 3 dimensions. Donc, il y a aussi l'utilisation des données territoriales pour l'élaboration, pour la constitution des plans, des bases de données que nous pouvons partager avec le grand public et qui seront par la suite utilisées pour tout ce qui est planification urbaine. Donc, je cède la parole à Aziz pour tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle et l'apport de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est urbanisme et développement des villes futures. Merci beaucoup, c'est Hassan. Théoriquement, je devrais dire à vous la parole. Là, ça va, vous avez fait la transition, merci beaucoup. Mais bon, je vais quand même faire une petite précision sur le BIM. J'étais en train de chercher, enfin, bon, en préparant le webinaire. BIM, c'est Building Information Modeling. On pourrait traduire par modélisation des informations sur le bâtiment, pour ne pas faire la confusion avec une enseigne commerciale. Alors, quand vous parlez de l'innovation qui renvoie à l'information qui est générée sur plusieurs plateformes, quand on parle de générer, quand on commence déjà à parler de générer, on parle d'intelligence et donc d'intelligence artificielle. Madame Ameril, comme disait c'est Hassan, on en arrive à vous avec l'intelligence artificielle et autres technologies avancées. Selon vous, de quels avantages peuvent-ils apporter en matière de sécurité et d'efficacité pour l'urbanisme du futur ou la ville du futur, à moins de tomber dans la science-fiction comme en parlait le professeur Hadidi? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à nos villes, à notre urbanisme de demain? Oui, merci beaucoup, c'est Aziz, merci, c'est Hassan. Je dirais que l'intégration de l'intelligence artificielle et bien d'autres technologies avancées, elle représente déjà une révolution dans la gestion des villes du futur. Donc, ces innovations, pardon, comme l'on est en train de voir déjà dans plusieurs pays, ont le potentiel de transformer fondamentalement la manière dont les communes planifient, gèrent et même optimisent les ressources urbaines. Tout d'abord, j'aimerais parler de la sécurité. Donc, l'IA peut jouer un rôle très important. Les systèmes de surveillance intelligents, par exemple, qui sont alimentés par des algorithmes d'apprentissage automatique et peuvent analyser en temps réel d'énormes volumes de données provenant de caméras de sécurité, de capteurs au niveau de voitures et enfin d'autres sources. Et ces systèmes aujourd'hui sont capables de détecter des schémas inhabituels et d'anticiper les incidents et les accidents potentiels, qu'il s'agisse d'activités suspectes dans l'espace public, d'accidents au niveau des routes ou de comportements qui peuvent être anormaux au niveau de l'espace public.
Donc, par exemple, l'exemple de la Chine, la ville de Pékin utilise déjà des caméras équipées d'IA pour détecter automatiquement les comportements dangereux dans les passages piétons. Et aujourd'hui, on a des rapports, enfin des informations venant de la Chine qui disent que ces systèmes ont amélioré de manière significative la sécurité des piétons et ont réduit les risques d'accidents dans la route. J'aimerais aussi parler de l'efficacité de la planification des villes, enfin l'efficacité de la gestion des villes. L'IA peut offrir des solutions qui sont assez novatrices pour optimiser les ressources urbaines. On peut parler des systèmes de gestion du trafic intelligent, par exemple, qui généralement utilisent des algorithmes assez sophistiqués pour anticiper les flux de circulation. Donc, ça optimise par conséquent la synchronisation des feux de signalisation et ça réduit les embouteillages. On l'a vu à Singapour, Monsieur Sejil Messi a cité cet exemple euh, avant. Par exemple, à Singapour, ils ont mis en place un système de péage routier basé sur l'IA. Ce système ajuste les tarifs en temps réel en fonction de la demande. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont implémenté ce système pour inciter le conducteur justement à choisir les itinéraires les moins fréquentés pour payer moins. Et bien évidemment, cette technologie a eu un impact très positif sur la fluidité du trafic au niveau de ce territoire. Il faut aussi parler de la durabilité et enfin, l'impact de l'IA et des technologies sur la durabilité. Ces technologies assez avancées peuvent contribuer à une utilisation beaucoup plus efficace des ressources énergétiques. Et ici, on peut parler des réseaux intelligents d'énergie qui ajustent enfin, la distribution d'électricité en fonction des besoins en temps réel. Et ça favorise bien évidemment la consommation plus durable et la réduction des émissions de carbone. Cette technologie existe plus ou moins au Maroc. Par exemple, ici à Agadir, la ville a déjà mis en œuvre un système d'éclairage public qui est automatisé et qui marche très bien, pas encore basé sur l'IA, mais ça reste automatisé. Et dans d'autres villes, enfin comme Copenhague, encore un exemple comme ceci, je Massier a soulevé, utilisent des systèmes d'éclairage public intelligents qui justement s'adaptent à la présence humaine. Donc ces systèmes ne marchent pas seulement en fonction de l'éclairage naturel, mais qui ne s'allument que lorsque l'utilisateur est présent. Et bien sûr, ça économise de l'énergie lorsque ce système n'est pas nécessaire. Cela étant dit, il faut bien sûr traiter l'autre face de la question, je pense. Il est essentiel de souligner que pour réaliser pleinement ces avantages, des politiques et des réglementations qui seront appropriées doivent être mises en place. J'ai pas vraiment voulu trop m'attarder sur les aspects plutôt négatifs de l'intelligence artificielle et des autres avancées, mais je dois dire que la protection des données des citoyens, la transparence dans les décisions automatisées prises par l'IA et surtout la garantie de l'utilisation éthique de ces technologies doit être mise en place. L'intelligence artificielle et les autres avancées, certes, elles offrent des perspectives franchement très passionnantes pour l'amélioration de la gestion urbaine, mais il faut quand même mettre en œuvre et gérer ces avancées d'une manière à ne pas perdre de vue l'importance de l'humain dans le processus de planification et de gestion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lella Safa. Là, ça m'interpelle. Bon, personnellement, je suis très intéressé par ces questions d'éthique et d'intelligence artificielle. Et vous savez, c'est un peu comme l'invention du véhicule automobile il y a 120 ans, 130 ans. Ce n'est pas le véhicule automobile qui est dangereux, c'est l'usage qui en est fait. C'est l'usage qui en est fait par certaines personnes. Alors, effectivement, quand vous parlez d'éthique, des réglementations, il y a en effet des réglementations à apporter juste pour cadrer, parce que tout ce qui est en avantage va dépasser, à mon sens, ce qui est en inconvénient. Mais bon, on va pouvoir parler d'une mutation de l'espèce humaine sur les 10, 15, 20, 30 années passées et à venir, qui vont faire évoluer les choses dans le sens
du bien-être, toujours du bien-être des citoyens qui vont évoluer vers leur bien-être. Alors, si je m'assieds, quelles sont, selon vous, les alternatives et les modèles durables pour aller, pour se diriger, pour s'orienter vers, aspirer à ce bien-être citoyen, des citoyens? Oui. Encore une fois, merci pour avoir rappelé ce qu'avait dit Madame Mhlé. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles techniques, de technologies, mais il ne faut pas qu'on soit pris dans l'hubris. C'est-à-dire, c'est pas parce que la technologie existe qu'il faut l'utiliser n'importe comment. Tout à Donc, fait. il faut faire le juste milieu, trouver l'harmonie entre la, les nouvelles technologies et ce que j'appelle moi le low-tech, c'est-à-dire les choses qui ne nécessitent pas forcément d'avoir recours à des équipements coûteux, etc. Alors, euh, je pense que j'ai été invité ici aussi pour parler de l'acupuncture urbaine. Donc, rapidement, notre postulat, donc on est un comité avec des sociologues, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, etc. Notre postulat, c'est que justement, grâce à l'intelligence artificielle, aux véhicules électriques, l'espace dédié à la voiture dans la ville, qui représente 60% de nos zones urbaines, nos villes ont été construites autour de la voiture et par la voiture. Euh, Normalement, si tout se passe bien et que le véhicule électrique est généralisé, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de pays à l'échelle internationale, et que l'intelligence artificielle aussi est utilisée à travers l'autopilote et pour optimiser la gestion de flux, etc., normalement, on devrait libérer beaucoup de foncier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins 60% de l'espace de stationnement, l'espace de circulation, etc. La voiture, même à la fin de la journée, quand elle aura été utilisée, euh, euh, elle pourra se garer automatiquement à l'extérieur. Donc, encore une fois, pour libérer encore plus d'espace. Donc, nous, notre idée, et on l'a déjà mis en place à Dreptalien, à Casablanca ou dans d'autres villes du Maroc, c'est de dire en fait la ville, c'est comme un organisme vivant. Depuis l'époque des Romains, et même avant dans nos cultures, pour choisir l'emplacement d'une ville, déjà on prenait un morceau de foie, on le mettait sur une colline, on voyait si le morceau, on revenait un mois après, on voyait si le morceau de foie était en bonne condition ou s'il avait pourri. Même le langage qu'on utilise, les artères, le cœur de la vie, le poumon de la vie, le cerveau, les venelles, les voies, tout ça, c'est emprunté au corps humain. Et donc, concrètement, dans ce qu'on veut dire par là, c'est que on veut utiliser en fait la technique de l'acupuncture, donc la médecine chinoise que vous connaissez, en appuyant sur certains points névralgiques. Donc, on considère par exemple nos villes marocaines comme des organismes malades, des villes qui sont en mauvaise condition, et on dit voilà, on prend une image Google Maps, toute simple, et on repère les espaces qui sont pas utilisés. D'accord? Et on dit, voilà, sur chaque espace, on va faire une intervention alors, une intervention légère, évidemment. La question, en fait, c'est la question de l'échelle. C'est-à-dire que les urbanistes ou les politiques et tout ça, ils travaillent à une très grande échelle macro. Et nous, on veut revenir à une échelle qui n'existe pas, en fait, dans les plans d'aménagement, les SDO, etc. C'est la toute petite échelle. Donc, concrètement, tous les espaces abandonnés, délaissés, les terrains vagues, les morceaux de trottoir, les côtés les voies là, de train, de métro, les délaissés de voirie, les dents creuses, etc. On veut y implanter des tout petits équipements de proximité. Alors, ça doit être dans les 30 000 dirhams. Ça peut être à caractère sportif, ça peut être à caractère paysager, ça peut être à caractère social. On a fait des études avec Synergia et avec des benchmarks, etc., où on a même fait du porte-à-porte pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, ce n'est pas vraiment une démarche participative, c'est plutôt on essaye de. Après, bon, on pourra rentrer dans le détail parce que c'est quand même un travail de plusieurs années.
Donc, ce qui ressort, en tout cas dans nos villes, c'est que souvent, les gens, ils veulent des espaces de jeu pour les enfants. Pour eux, c'est ça la plus grande priorité. Deuxième chose, c'est les espaces verts. Troisième chose, c'est les espaces de sport. Donc, on a fait un calcul rapide là, à Casablanca. Donc, par exemple, on a 1600 espaces où on pourrait implanter des équipements de 30 000 dirhams. C'est à peu près 260 millions de dirhams. Donc, ce n'est pas grand-chose et c'est quelque chose qui va changer la qualité de vie de tout le monde, effectivement, dès demain. On a proposé un plan Marshall avec avec d'anciens ministres. On leur a dit, écoutez, il faut qu'on mette un petit budget de 260 millions de dirhams. C'est même pas le quart d'un des théâtres qu'est-ce que je dis, le cinquième ou le sixième d'un des théâtres et on peut révolutionner la qualité de nos villes en ne faisant rien du tout, tout simplement en allant sur ce qui existe déjà, travaillant sur l'existant, repérant des espaces, en disant ici, il y a 10 mètres carrés, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre un banc, on va mettre une table à damier, les personnes âgées pourront jouer. Ah, ici, il y a un terrain vague. Chez nous, au Maroc, quand on n'utilise pas un terrain vague, ça devient zbella. Et alors, il suffit de mettre 4 poteaux, ça coûte rien, faire un tracé, ça coûte rien, et directement, on fait d'une pierre deux coups, on incite les jeunes à faire du sport, moins de drogue, on nettoie, etc. Donc, cette démarche, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, ça a été inventé par un maire architecte au Brésil, dans une ville qui s'appelle Curitiba, et en fait qui a changé cette ville du jour au lendemain, en 2 ans. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle tactical urbanism ou la guérilla urbaine. Et aujourd'hui, Curitiba au Brésil, c'est la ville la plus agréable. Il y a des gens qui vont là-bas. Pourquoi? Parce que, surtout pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les femmes, etc., l'espace urbain est devenu un espace agréable. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est reconquérir l'espace urbain. Dans nos cultures à nous, au Maroc, l'espace urbain n'appartient à personne. Donc, c'est le lieu de l'incivisme, on jette n'importe quoi, on ne nettoie pas, etc. Et on veut en fait que dans chaque quartier, les gens reprennent possession de leur espace à côté, à petite échelle. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant concept de l'acupuncture urbaine, mais très intéressant aussi le rapprochement entre le corps humain et la ville, avec ce que vous avez dit, le cœur, les artères, mais aussi la ville qui respire. Il y a aussi la circulation, enfin les systèmes, différents systèmes. Effectivement, ça implique deux éléments dont on n'a pas parlé, mais dont on a parlé dans d'autres webinaires et que tout le monde sait, l'aspect humain, la ressource humaine, la ressource humaine de la gestion de la ville est faite et bicéphale, c'est les cadres territoriaux du ministère de l'Intérieur et ce sont les élus. Le problème est d'améliorer un peu la qualité des élus, leur vision, leur approche des choses pour pouvoir sortir de tous les aspects procéduriers, si vous voulez, et faire preuve d'un peu plus d'agilité. Vous vouliez ajouter quelque chose, si Jafar? Exactement. C'est tout à fait ce que vous avez dit. Nous, dans notre pratique, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec des مقدم qui te disent شكون اللي عطاك الحق تصبغ هذا الحيط. On prenait des murs qui étaient là, on enlevait, à nos frais évidemment, on enlevait les poubelles, on repeignait, on mettait des bacs à plantes. Le lendemain, on revenait, c'était cassé et ils nous disaient qui vous êtes? D'où vous avez cette possibilité-là? Et nous, ce qu'on aimerait, c'est, on a eu beaucoup de problèmes avec ça, politique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est faire avancer cette idée et qu'on nous donne un peu de liberté. Et c'est même pas la peine de passer par les cadres, les institutions et tout ça. Il y a des associations de quartier qui sont très actives. Ils sont Euh, en lien avec l'administration, directement. exactement, Mhm. exactement. Voilà. Merci. Tout à fait, tout à fait. Merci. Donc sortir de la procédure et faire preuve de plus de flexibilité. La parole est à vous, professeur Hadidi. Tout à l'heure, vous nous aviez parlé du passage de l'urbanisme de rattrapage à l'urbanisme de projet. Maintenant, c'est le passage de l'urbanisme procédurier, l'urbanisme réglementaire, à un urbanisme faisant plus preuve de flexibilité et d'agilité. Comment passer de l'un à l'autre et quels pourraient être, à partir de là, les ingrédients pour bâtir notre ville de demain? Micro, c'est à dire.
je disais que c'est très simple. Il faut passer de l'urbanisme technique et techniciste et procédurier à la planification stratégique des villes, telle qu'elle se pratique aujourd'hui dans de nombreux pays. Que l'urbanisme que nous pratiquons, je l'ai déjà dit tout à l'heure, est un urbanisme hérité de la colonisation, du modèle français plus précisément, et même Alors, aujourd'hui les professeur Français, Alizé, ils savent faire excusez-moi, la ville. excusez-moi, je vous coupe un petit instant. On a un problème de coupure. Peut-être que la bande passante chez vous n'est pas ce qu'elle devrait être. Est-ce que vous préfériez pas éteindre couper votre caméra de manière à avoir un meilleur son? Juste le temps de vous prendre de prendre la parole. OK. OK. Je reprends ce que j'ai dit. Non, non, ça va, vous Donc, pouvez je disais qu'il continuer. faut Vous pouvez finir. passer. C'est bon. D'accord. Alors, je disais qu'il faut passer à la planification stratégique des villes, qui est aujourd'hui appliquée dans de nombreux pays dans le monde, y compris dans les pays du Sud. Si Gilles Massy, il a donné l'exemple d'un certain nombre de Curitiba, par exemple, au Brésil. J'ajouterais Toujours problème de son. planification stratégique en faisant la colonne vertébrale de. Non? Non. Allô? Oui? Non, c'est très difficile. Ça coupe beaucoup, professeur Alizé. Essayez encore. S'il vous plaît, si Hassan, si Jafar, pour la coupure de caméra, c'était juste pour si Abdelaziz, si vous pouvez remettre vos caméras. Enfin, si vous voulez, bien entendu. Et si Alizé, si vous voulez bien continuer, Allah yakhlik, on va voir. Voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est le problème? Il est D'accord. Alors, donc, je disais qu'aujourd'hui, nous devons rompre avec le modèle d'urbanisme technique et techniciste et procédurier, qui, pour la plupart, il est hérité de la période coloniale française. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et la ville marocaine doit faire face à un certain nombre de défis. Les changements climatiques, par exemple, les changements climatiques, la mondialisation. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui, c'est parfait. D'accord. Donc, je disais que le Maroc s'engage dans de nouvelles voies de développement, la régionalisation avancée, la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, et que le Maroc aujourd'hui, il est en face d'échéances très, très importantes. L'organisation de la Coupe du Monde, par exemple. Le Maroc se doit accueillir à peu près de touristes à l'horizon 2030. Et par conséquent, nos villes doivent être mises à niveau. Et donc, pour la mise à niveau de nos villes marocaines, nous devons absolument revoir notre façon de faire la ville. Nous devons absolument revoir la façon de fabriquer et de concevoir la ville. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut passer de l'urbanisme technique procédurier à la planification stratégique des villes. Alors, la planification stratégique des villes, bien sûr, elle est, comme tout le monde le sait, elle se définit tout d'abord par l'identification des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme, la notion d'échelle et les notions d'échelle spatiale et temporelle sont très très importantes dans cette démarche. Faire participer l'ensemble, donc faire de l'approche participative, la colonne vertébrale, comme je l'ai dit, dans la façon de faire, de fabriquer la ville, faire participer l'ensemble des acteurs de la ville à la prise de la bonne décision. Alors les acteurs de la ville, bien sûr, ce sont les élus, c'est l'autorité, bien sûr, les représentants des services extérieurs, c'est les promoteurs immobiliers, les investisseurs, les détenteurs de capitaux, c'est la société civile également, c'est les chercheurs, les académiciens qui sont souvent laissés pour compte, ils sont laissés à la marge, on ne les associe pas souvent à la réflexion et à la prise de décision, la bonne décision dans la planification urbaine. Et aussi, ce qui est important, c'est de mettre en place, ça va en parallèle, de mettre en place un système de veille, de suivi et d'évaluation en opérationnalisant le principe de la reddition des comptes. Le principe de la reddition des comptes. Alors, l'urbanisme du futur doit produire des villes, ça, je pense que ça a été déjà dit et il faut le répéter encore. Euh, nous sommes dans un contexte de mondialisation, nous sommes en compétition et les villes marocaines sont en compétition avec des villes, principalement des villes du bassin méditerranéen, mais aussi des villes africaines qui commencent à émerger.
Il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de réaliser des taux de croissance extrêmement élevés et de disposer d'un système urbain assez compétitif et assez attractif. Donc, alors, pour continuer toujours, il faut les ingrédients. Moi, je pense que les ingrédients de la ville du futur, c'est de passer, tout d'abord, passer d'un urbanisme de zoning, de séparation des fonctions. Vous savez que l'urbanisme qui est toujours pratiqué au Maroc est un urbanisme héritier de la période. Et Kochar, c'était le responsable de l'urbanisme dans les années 40. Dans les années 40, en 1947 exactement, il a introduit un certain nombre de normes, un certain nombre de règles, sans malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, qui sont toujours en application dans les villes marocaines. La séparation des fonctions, c'est-à-dire zone industrielle, zone résidentielle, zone tertiaire, zone touristique, etc. Aujourd'hui, l'urbanisme durable, il est fondé sur le principe de l'urbanisme polyfonctionnel, la ville polyfonctionnelle. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que l'habitant de la ville n'aura pas à se déplacer sur une longue distance pour aller d'une zone à l'autre. Alors, une ville équipée, bien sûr, il faut faire en sorte que les infrastructures de base qui constituent toujours un véritable problème dans une ville, bien sûr, quand on parle d'infrastructures, c'est principalement l'adduction en eau potable, c'est l'électricité, c'est la voirie, c'est le transport urbain, c'est aussi Internet. C'est aussi Internet. Internet, aujourd'hui, la téléphonie mobile et Internet ne constituent plus des services de luxe. Aujourd'hui, ce sont des facteurs très, très importants dans le développement des villes. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, et ça, je pense que nous l'avons tous constaté, c'est que dans certaines villes, il y a encore ce qu'on peut appeler des déserts numériques. Il y a encore des quartiers qui sont mal connectés où on ne peut pas téléphoner, on ne peut pas se connecter sur Internet. Et c'est encore beaucoup plus grave quand on sort de la ville. Et ça, moi, je l'ai expérimenté moi-même. Dans la région de Blancastat, dès que vous sortez de la ville, vous vous éloignez de 20 à 30 kilomètres, eh bien, vous êtes dans un désert numérique. Vous ne pouvez ni téléphoner, ni vous connecter sur Internet. Et moi, je pense que, étant donné que le Maroc, il se prépare à l'organisation de la Coupe du Monde en 2030, moi, je pense que ce sont des choses qui doivent être réglées d'ici là. Et le temps, il est très court. Alors, la ville doit être accessible pour toutes les catégories, y compris pour les personnes handicapées. Dans la ville marocaine, malheureusement, et ça tout le monde le sait également, c'est qu'il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas se déplacer aisément, ils ne peuvent pas accéder à des administrations, à des bâtiments. Alors qu'il y a beaucoup de villes européennes qui ont réglé cette question depuis longtemps. La ville doit être bien sûr sûre et résiliente. La question de la sécurité est très très importante. Devant la prolifération du phénomène, du phénomène de l'insécurité et de la délinquance, la violence urbaine, bien sûr, la sécurité est devenue un besoin essentiel pour le citoyen. Il doit se sentir en sécurité, aussi bien chez lui, à la maison, que dans le quartier, que dans son lieu de travail. La notion de résilience également, la notion de résilience urbaine, et ça, on l'a vécu depuis quelques semaines avec le séisme de la province de Haouz. Tout le monde le sait, le Maroc est un pays risqué sur le plan, en tout cas, il est exposé à de nombreux risques, en tout cas des risques naturels. Nous sommes un pays, ça tout le monde le sait. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de régions qui sont exposées à des inondations, à des glissements de terrain, les feux de etc. Avec les changements climatiques, il y a énormément de catastrophes qui menacent aujourd'hui les villes marocaines et qui menacent la population. Et par conséquent, ces risques, il faut les prendre en considération dans la planification des villes, dans la planification stratégique des villes. Et donc, parce que le plan d'aménagement, il ne peut pas régler, il ne peut pas faire face, il ne peut pas proposer des solutions à ce type de catastrophe. Une ville, il doit être autosuffisant. Il nous vient de très loin de la ville. Alors qu'auparavant, toutes les villes marocaines étaient entourées de ce qu'on appelle les Souani. Cela existe à Marrakech, par exemple, à Salé et dans Amknes également. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup de choses qui nous viennent de la région de Sousse, qui nous viennent de la région de Berkane, etc. Et donc, la sécurité alimentaire, aujourd'hui, il y a quelques années, nous avons travaillé sur le concept d'agriculture urbaine au Maroc. Et je vous assure que ce concept
quand on le discutait avec des responsables, notamment avec des directeurs d'agences urbaines, il les faisait sourire. Ils souriaient parce que tout simplement, pour eux, l'agriculture ne peut pas être une fonction de la ville. Pour eux, l'agriculture, c'est une fonction du monde rural et par conséquent, par contre, la ville se doit de développer des fonctions industrielles, des fonctions touristiques, des fonctions commerciales, etc. Et puis, tout ça, bon, je pense que la clé de tout ça, c'est bien sûr pour assurer une bonne planification stratégique de la ville, il faut une bonne gouvernance. Il faut une bonne gouvernance dans le sens où les acteurs de la ville doivent collaborer entre eux. Ils doivent travailler entre eux de manière à pouvoir dégager, à pouvoir proposer ou devoir concevoir un projet collectif, un projet concerté avec tous les acteurs et dans lequel les populations, les habitants doivent se reconnaître. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui à la veille. Moi, je pense que le Maroc, il connaît une dynamique sur Ouais, tous les ça plans va dire. et de faire la ville. Nous n'avons pas juste. Pardon, c'est bon? Ça coupe, ça, Adam, mais oui, je vais vous Voilà. couper pour passer, pour revenir à Madame Abdelil. Oui, vous concluez. Oui, c'est Adidi. C'est Adidi, vous êtes toujours là? Très bien, très bien. Alors, tout un programme, Oui. effectivement, mais bon, remonter à Ecochard pour la séparation des tâches et préconiser une polyfonctionnalité de la ville est une chose qui est positive, mais de ce que vous avez dit, je vais retenir que tous les éléments importants que vous avez énumérés, professeur Hadidi. On revient toujours à l'élément humain. Vous avez parlé du suivi des projets de réalisation et de la reddition des comptes en un mot de la gouvernance et on revient encore sur l'aspect, mais on peut technologiser autant qu'on veut. Si l'homme, avec H majuscule, bien entendu, n'est pas au rendez-vous, les problèmes persisteront, surtout avec la complexité de l'innovation de la technologie. Alors, on revient à la technologie avec vous, Madame Amélie, et pour parler de la mobilité urbaine. Est-ce que vous aurez à nous dire sur ce qu'on appelle les modes partagés et les véhicules autonomes? Oui, c'est Aziz, merci. Je dirais que la mobilité urbaine des villes du futur connaît déjà des transformations profondes et ces transformations sont surtout propulsées par l'émergence des modes de transport partagés et l'intégration progressive des véhicules autonomes. Donc, ces évolutions sont en train de redéfinir non seulement la manière dont les gens se déplacent, mais aussi la conception même des infrastructures urbaines que l'on voit aujourd'hui. En ce qui concerne les modes de transport partagés, par exemple, en premier lieu, nous assistons déjà à une transition significative vers des solutions plus durables et plus collaboratives. Donc, les exemples des services de covoiturage et d'autopartage qui sont facilités par des applications mobiles sont là. Au Maroc, on parle des applications Carim et InDrive, par exemple, qui gagnent de plus en plus de popularité et réduisent les dépendances à la possession individuelle de véhicules. Donc, ces services existent bien évidemment partout dans le monde, mais des villes comme Paris, par exemple, sont allées encore plus loin et ont mis en place des programmes de partage de voitures électriques en libre service. Donc, ça favorise bien évidemment la mobilité plus flexible et respectueuse de l'environnement au niveau de Paris, ce qui est une chose très, très bien. Et cette évolution vers la mobilité partagée contribue de manière significative à la réduction de la congestion urbaine, à la diminution des émissions de carbone et surtout à l'utilisation plus efficace de l'espace urbain. Et en parallèle, on doit aussi parler de l'avènement des véhicules autonomes, qui est une révolution majeure dans la mobilité urbaine. Ces véhicules dotés de technologies de conduite automatisée, ils promettent d'améliorer la sécurité routière, d'optimiser l'utilisation des infrastructures et aussi de transformer fondamentalement la façon dont les citoyens se déplacent. Donc, aux États-Unis, la ville de Phoenix, par exemple, a déployé des taxis autonomes. Donc, on part des voitures personnelles autonomes vers des
je dirais, des flottes partagées qui sont autonomes et la ville encourage ses citoyens de prendre ces taxis afin d'augmenter leur efficience tout en se déplaçant vers le travail et de conserver le temps de voyage. Donc, les utilisateurs sont bien évidemment assurés que ces véhicules autonomes sont censés avoir le potentiel de réduire les accidents et Excusez-moi, d'optimiser la SAFA autonome, ça veut dire sans chauffeur, sans exactement, composante humaine. exactement. Monter dans un Voilà. machin technologique et y aller. OK, Et une d'accord. conduite 100% automatique. Très bien. On va supposer que c'est fiable. Et c'est ça la question, justement. C'est pour ça que j'ai dit, ces véhicules sont censés avoir ce potentiel parce que ces transformations, sincèrement, ne sont pas sans défi, n'est-ce pas? Mhm. Et parce que la question de la sécurité demeure cruciale et les incidents qui impliquent les véhicules autonomes soulèvent plutôt des questions sur la fiabilité et la robustesse de ces technologies. Du coup, il est, je pense, impératif de mettre en place des normes. Encore une fois, il faut parler des normes et des réglementations. Il faut les mettre en place pour garantir absolument la sécurité des usagers. Surtout que ces technologies deviennent de plus en plus disponibles au Maroc. Euh, et bien évidemment, lorsqu'on parle de ces transformations, on ne peut pas parler des nouveaux modes de transport sans parler des anciens modes de transport. Donc, ça fait plusieurs années que je participe à des débats plutôt liés à l'emploi et à la cohabitation de ces modes avec ceux des transports traditionnels. Et il faut dire que l'essor de ces véhicules autonomes et des véhicules partagés peut avoir des implications sur l'emploi et sur les conducteurs, ce qui nécessite bien évidemment des stratégies déployées pour l'adaptation et la formation pour pouvoir suivre ces avancées qui se passent très, très rapidement. Il faut aussi dire qu'il est crucial d'assurer une intégration correcte des véhicules nouveaux, donc c'est-à-dire autonomes et partagés, avec les modes de transport existants. Et si on parle des modes de transport public, on parle des vélos et des vélos partagés que l'on voit de plus en plus et des piétons, et ceci bien évidemment pour essayer de garantir une mobilité non seulement plus inclusive, mais surtout plus équilibrée. Euh, donc voilà, pour conclure, je dirais que les transformations attendues dans la mobilité des villes du futur sont déjà là. Ils ouvrent la voie à une mobilité plus durable, certes, plus efficiente, oui, et franchement beaucoup, beaucoup plus intelligente. Mais il faut toujours dire que ces évolutions nécessitent une gestion attentive des défis que j'ai déjà cités, pas la peine de les répéter, et en adoptant une approche proactive et surtout collaborative entre les différentes échelles de planification, je pense que les villes du futur peuvent façonner des systèmes de mobilité qui répondent très très bien aux besoins changeants pardon, des citoyens et qui pourraient favoriser la durabilité de ces innovations parce que des innovations qui ne marchent pas pour les utilisateurs, ce sont des innovations qui ne servent à rien. Et enfin, on est en train de voir ces technologies apparaître au Maroc et sincèrement, je pense qu'on a vraiment besoin de réfléchir sur les cadres législatifs, les cadres réglementaires pour pouvoir offrir un choix qui est réglementé, qui est au service du citoyen. Voilà. Merci, Lalla Safa. C'est vrai qu'au Maroc, en matière de technologie, ça va assez vite et il y a une approche où il y a une adhésion à la technologie, surtout de la part de nos jeunes générations, qui est assez impressionnante. On le voit sur les nouvelles technologies. Mais là, vous êtes en train de nous parler carrément d'une mutation de l'être humain. Vous avez vu un peu ma réticence sur le fait de enfin, d'embarquer dans une voiture sans chauffeur. Bon, c'est une question de génération, certainement. Un jeune le ferait beaucoup plus facilement en doutant moins des choses. Ils sont dans la technologie. Alors, ces technologies et idées novatrices, c'est Hassan, c'est Olivier. Comment vous verriez, comment vous concevriez ces technologies avancées pour avoir cet avenir urbain dont nous rêvons dans les conditions qui se présentent, aussi bien technologiques que démographiques, comment utiliser ces technologies et ces idées novatrices pour nous confectionner donc ce modèle urbain que nous voulons. Merci, c'est Aziz. Tout d'abord, pour une planification urbaine efficace, nous aurons besoin de la donnée, de l'information. Sans données, c'est impossible de parler de la planification urbaine. Et actuellement, au Maroc, il existe des initiatives qui sont dispersées.
Et on n'a pas une plateforme ou un guichet unique qui offre la possibilité d'accéder à toutes les informations qui concernent un territoire donné. Des informations socio-économiques, des informations géologiques, des informations sur le sous-sol. Lorsqu'on parle de la ville n'est pas seulement constituée des bâtiments, de la voirie, etc. Il y a aussi le sous-sol qu'il faut prendre en considération. Actuellement, Casablanca, par exemple, prenons l'exemple de Casablanca, tout ce qui est transport public à Casa arrive à sa limite, à un impasse. Donc, on doit penser à construire des métros, à utiliser le sous-sol qui représente une partie prenante de la ville. Donc, lorsqu'on parle de la ville, on parle aussi du sous-sol. Donc, nous aurons besoin des données qui sont dispersées. Donc, actuellement, pour un urbanisme futur et pour une planification efficace, il faut développer des plateformes collaboratives qui offrent la possibilité d'accéder à toutes les informations sur un territoire donné, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Donc ça c'est important. C'est pour cette raison qu'il faut dans un premier temps élaborer une charte nationale de l'information urbaine et territoire. Il faut une volonté politique, bien évidemment. Il faut aussi une vision, une stratégie. Parce que sans données, c'est impossible de parler de la planification urbaine future, d'un territoire futur qui permet de prendre en considération les défis actuels comme les changements climatiques, l'épuisement de ressources, les ressources en eau. Donc, on a actuellement un sérieux problème qui concerne tout ce qui est épuisement des gestion des ressources en eau. Donc, pour aller vers une gestion des ressources en eau efficace, pour aller une prise en considération des catastrophes naturelles, pour s'adapter au changement climatique, nous aurons besoin de la donnée. D'accord? Et actuellement, au Maroc, on n'a pas une infrastructure de données à l'échelle nationale qui donne cette possibilité. Donc, ça, c'est le premier volet. Donc, il faut avoir une volonté, une vision, une charte nationale de l'information urbaine et territoriale, et une plateforme collaborative permettant de publier toutes les informations sur un territoire donné. Le deuxième volet, c'est la formation. Les administrations publiques, il faut requalifier le personnel de l'administration publique pour qu'il puisse suivre ces évolutions technologiques. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a le SIG, il y a le BIM qui est actuellement largement utilisé dans tout ce qui est planification urbaine. Donc, il faut essayer de former les administrations publiques sur les avancées technologiques qui se réalisent actuellement. Il y a aussi la formation des futurs urbanistes, architectes, et paysagiste. Donc, il faut intégrer de l'intelligence artificielle dans le processus de formation des architectes, intégrer tout ce qui est BIM dans l'architecture pédagogique des formations des ingénieurs. Donc, il y a le volet formation des futurs urbanistes, des futurs planificateurs. Qui va planifier ces villes futures? C'est les architectes de demain. Donc, on doit penser sérieusement à intégrer ces nouvelles technologies dans le cursus de formation de ces ingénieurs. Et à l'UM6P, l'école d'architecture SAP Place D, ils ont élaboré un effort énorme en termes d'intégration de ces nouvelles technologies dans tout ce qui est cursus de formation de ces architectes. Donc ça, c'est juste un exemple. Et il y a aussi les ENA qui essayent d'intégrer le BIM, le SIG dans la formation des futurs architectes urbanistes. Mais quand même, il faut avoir une stratégie en termes d'intégration de ces nouvelles technologies dans le programme de formation de ces futurs décideurs. Hein. Alors, il y a aussi un problème au niveau de la collecte des informations à l'échelle locale. Là, vous avez parlé, par exemple, d'un quartier, vous avez parlé, par exemple, d'un douar. Donc, nous aurons besoin d'élaborer des protocoles de collecte des informations à l'échelle locale. L'information qui existe actuellement, c'est à l'échelle communale. Le ACP publie des informations à l'échelle provinciale, à l'échelle communale, mais on n'a pas une information sur le local. Et pour aller vers le local, nous aurons besoin aussi de la donnée. Donc, on doit aussi faire un effort en termes d'élaboration des protocoles d'acquisition et de collecte d'informations à l'échelle d'un parcelle, par exemple, ou à l'échelle d'un projet urbain. Il y a aussi de la rénovation urbaine. Actuellement, il existe beaucoup de quartiers qui nécessitent une rénovation.
Donc, pour rénover ces quartiers, nous aurons aussi besoin de l'information. Et le BIM s'avère une technologie très puissante pour tout ce qui est simulation d'un plan d'aménagement d'un quartier ou d'une région donnée. Alors, donc, pour moi, pour résumer un petit peu, voilà, pour récapituler, pour moi, la donnée, elle est importante. On doit donner une importance cruciale à la donnée. Sans données, sans information, c'est impossible de parler d'une ville future, résiliente, performante, innovante et intelligente. Merci beaucoup, c'est Hassan. Merci. On n'a pas vraiment fait le tour. Enfin, on a fait le tour de la question, enfin, des thèmes, mais pas dans le détail tel que ça devrait être fait, tel que l'État se l'imagine, les citoyens l'attendent et les acteurs essayent d'opérer. Alors, j'ai pris des notes tout au long de ce webinaire qui n'est pas véritablement, qui ne va pas véritablement vers la fiction. Alors, la fiction, ça vient du latin fingere ou fictum, qui veut dire modeler, se figurer, imaginer. Donc, on est dans le sens positif. Alors, en vrac, c'est l'innovation technologique, c'est la data, c'est la planification urbaine, c'est l'IA et l'éthique de l'usage de cette IA, c'est l'acupuncture urbaine, c'est la mobilité urbaine aussi, l'agriculture urbaine, le sous-sol urbain. Tous ces aspects sont à envisager pour en arriver finalement à l'aspect humain, comme je le disais toujours, parce qu'on reviendra toujours sur l'humain et sur la gouvernance des élus, les cadres territoriaux, la formation dont on parlait il y a un instant, dans le cadre d'une vision, dans l'objectif d'une vision stratégique, d'une vision pour une stratégie, pour une réflexion et une exécution. On reviendra toujours à l'élément humain, quelle que soit l'innovation technologique qu'il y aura. Je vous demanderai donc pour comment aller d'une manière sûre, ordonnée et cohérente vers un urbanisme du futur en guise de mot de la fin. Je vous demanderai donc de dire ce mot de la fin d'une manière concise. Comment vous verriez-vous ça en quelques mots? Je commence par vous, Madame Amalir. Oui, je dirais que la conception des villes au Maroc, des villes partout, va devoir passer par les technologies nouvelles. Tôt ou tard, on aura besoin de pouvoir réfléchir en tenant compte de ces innovations. Mais comme nous avons dit auparavant, il faut vraiment tenir l'humain dans le processus d'adaptation, le processus de conception, le processus de développement. Donc, on a pas mal de solutions à proposer, mais vraiment, il faut toujours, comment dire, ramener ça à l'échelle de l'humain et garder la ville dans un contexte plus adapté aux besoins réels, adapté aux expectations, aux attentes des citoyens et des utilisateurs et de ne pas aller trop vers la science-fiction qui ne servira pas trop vraiment au développement réel et des attentes réelles de l'utilisateur. Peut-être pas la science-fiction, mais la science et la fiction. Ça, Juste. c'est peut-être intéressant. Si Oustad Azizi. Merci, Madame Oustad Azizi. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, voilà. Moi, je dis que la ville de demain doit se préparer dès aujourd'hui. Et c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Alors, et donc, moi, je disais que la première chose peut-être à faire, bien avant peut-être l'utilisation des nouvelles technologies, c'est de procéder à une refonte totale de notre dispositif juridico-institutionnel de l'urbanisme. C'est ce qui est en train de se faire déjà maintenant. Il y a déjà de la réflexion. Il est question de créer aujourd'hui, de regrouper les agences urbaines en une agence d'urbanisme et d'habitat à l'échelle de la région qui sera appelée à coordonner en quelque sorte les actions des différents acteurs à l'échelle d'une région en matière d'urbanisme. C'est l'objectif étant de faire de l'urbanisme une prérogative des régions, en quelque sorte. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il est très important, il faut insister sur la formation. Il y a beaucoup de... Bon, c'est vrai qu'on forme des ingénieurs, on forme des architectes, on forme des urbanistes, on forme des cadres de très haut niveau, mais malheureusement, ces cadres, ces ingénieurs et ces architectes restent concentrés dans les grandes villes. Il y a beaucoup de communes, il y a beaucoup de communes rurales ou même des petites villes qui manquent encore de cadres aujourd'hui. Ils n'ont pas de cadres qui sont gérés. En tout cas, l'urbanisme, il est entre les mains de techniciens, bon, d'un niveau de bac+2, alors que l'urbanisme est une chose extrêmement importante, extrêmement sérieuse,
qu'on ne peut pas laisser entre les mains des techniciens. L'urbanisme doit être l'œuvre de cadres de très haut niveau, mais aussi toujours selon une démarche participative et de concertation avec l'ensemble des acteurs. Il y a un problème dont on n'a pas beaucoup parlé, Juste une c'est le conclusion, foncier. professeur, juste une conclusion. Mais allez-y Pardon. sur le point, mais d'une manière synthétique, s'il vous plaît. Voilà, dernière idée, c'est le foncier. Le foncier, c'est la clé. C'est la clé de la planification urbaine. Alors, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas maintenant, et dans beaucoup de villes marocaines, en tout cas, il y a une pénurie du foncier. À Casablanca, par exemple, à Rabat et même dans d'autres villes. Par conséquent, on ne peut pas faire de grands projets urbains, de grands projets d'urbanisme si on ne maîtrise pas, si on ne maîtrise pas le foncier. Voilà. Merci beaucoup, professeur. C'est Hassan Oulizi, le mot de la fin. Alors, pour moi, le mot de la fin, il est simple. On ne peut pas imaginer un futur sans étudier l'histoire. Au Maroc, il y a des villes qui ont été rayonnées, comme la ville de Fès, la ville de Marrakech, plusieurs villes. Il y avait un génie humain derrière. Donc, à mon avis, avant d'utiliser de l'intelligence artificielle, on doit bénéficier de l'expérience et capitaliser sur l'expérience de génie humain que nous avons et essayer d'impliquer encore plus les citoyens dans tout ce qui est les citoyens, les parties prenantes dans tout ce qui est production des documents d'urbanisme concernant les villes futures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne essentiellement la formation, comme elle a dit, c'est Adidi, la formation elle est importante. Il faut insister sur la formation parce que là, on est en train de préparer les futurs planificateurs, les futurs décideurs. Donc, on doit veiller à intégrer ces nouvelles technologies dans le cursus de formation de ces ingénieurs et de ces architectes. Le troisième volet, ces nouvelles technologies, il faut les considérer comme une opportunité. Une opportunité pour améliorer la qualité de vie au sein de nos villes et considérer les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 comme une opportunité pour le développement local. Parce que l'agenda 2030, c'est universel avec les 17 objectifs, mais on doit être capable de les intégrer au niveau de nos futurs documents de planification urbaine à l'échelle locale. Parce que là, on parle des 17 objectifs seulement à l'échelle nationale, mais il faut vraiment les intégrer, les implémenter à l'échelle locale et les adapter aussi à l'échelle locale. Et c'est tout pour moi. Merci. C'est Aziz. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Hassan. On termine par vous, c'est Zulmassi. Écoutez, c'était très intéressant et surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'on vit une formidable époque. C'est vraiment stimulant pour les gens qui réfléchissent. Il y a tellement d'informations, de données, d'envie à prendre en compte que normalement, avec ce genre de panel et avec ce genre d'événement, on devrait pouvoir en fait créer un modèle marocain. Moi, j'y crois profondément. C'est-à-dire que c'est très bien les nouvelles technologies, c'est très bien le BIM, l'hypercadastre, les véhicules autonomes, etc. Mais on a la chance quand même d'être un pays avec une très ancienne culture, avec surtout un modèle qui est en train de revenir à la charge, même à l'échelle internationale, qui est celui de la Médina, la ville qui fonctionne encore en fait. Dans beaucoup de pays, la ville médiévale qui ressemble un peu à nos Médinas sont devenues des zones simplement pour les touristes, des choses comme ça. Nous, nos Médinas, elles vivent encore. Elles vivent encore. La Médina de Fès ou de Marrakech, il y a encore des gens qui habitent, qui produisent, qui offrent tout ce qui est culture, économie, transport, etc. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on profite de ce genre d'occasion pour réfléchir en fait à un modèle marocain adapté, qui prend bien sûr le principe de la Médina
ou Masdar City, si on veut être un peu plus moderne, etc. Et qui intègre en fait toutes ces nouvelles technologies. En fait, moi, je suis certifié BIM et dans ma pratique, etc., je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des demandes, des dépôts d'autorisation avec une maquette BIM? Ça existe déjà. En fait, en Angleterre, etc., pour une certaine taille de projet, on ne dépose pas des plans format PDF en 2D, etc. On dépose carrément une maquette sur un hypercadastre, y compris tout ce qui est le assainissement, branchement électricité, etc., etc. Et à petit, on remodélise en fait une ville en 3 dimensions avec toutes les infos qui sont dedans puisque c'est du BIM et ça nous permet d'optimiser. Donc, encore une fois, mon idée, c'est la jonction entre le low-tech passé et tout ce qui a déjà fonctionné et le high-tech d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le BIM, etc. et tout, au service de l'être humain pour son bien-être et pour, Inch'Allah, une vision un peu utopique et positive. Et il faut faire très attention parce que la vision techniciste, elle vient d'un système aussi qui est le grand capital, le capitalisme, etc. Et on essaye de nous vendre beaucoup de solutions qui, à la fin, vont nous desservir et qui ne sont pas locales. Il faut qu'on s'appuie sur nos compétences et notre savoir-faire pour, Inch'Allah, encore une fois, inventer un modèle marocain. Voilà. Merci, merci beaucoup. C'est alors l'humain qui invente qui met au point la technologie avant d'utiliser, l'humain qui conçoit et ajuste la réglementation avant de l'appliquer, l'humain qui fait, qui œuvre pour l'humain qui va utiliser pour vivre dans le futur. Je reviens, je reprends votre terme si vous permettez, si je me suis une formidable époque, mais une extraordinaire ambition pour faire un modèle marocain et aller de l'avant et aller vers cette ville du futur. Madame, messieurs, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. L'Institut CDG vous remercie de votre présence, de vos idées, de vos lumières aussi que vous avez apportées et de ce schéma, enfin, de cette vision de la ville du futur. Je remercie aussi les internautes qui sont derrière leurs écrans, qui nous ont suivis. Merci à vous donc, et à très bientôt. Merci encore. C'est Merci. Merci. Merci à tout le monde.